j'ai beaucoup de plaisir de recevoir Nicolas Dupeux, le directeur général de l'Accor Arena. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrice, Alors, vrai plaisir de te revoir. Ah oui, exactement. Alors raconte-nous un petit peu cette récente transformation, j'ai presque envie de dire métamorphose de ton groupe. Écoute, ouais, je pense qu'on peut parler de transformation profonde, de métamorphose assez forte, puisque on est venu transformer l'Accor Arena, que tu connais bien, ce lieu mythique, des concerts, des événements sportifs, en lieu de vie. Et on a développé une myriade d'activités, que ce soit pour les entreprises avec du coworking, que ce soit pour le grand public avec un bar, un restaurant. On a inauguré un playground de basket, on a fait aussi une salle d'after-show. L'idée, c'est de devenir un lieu de destination où on va pouvoir venir tous les jours de l'année, à toute heure et pour tout le monde. Alors comment tu as repensé un petit peu tout ça? Est-ce que le Covid, durant cette période-là, tu t'es dit c'est peut-être le moment de repenser et puis de créer cet développement, cette création de valeur? Et je crois que le Covid, en fait, ça me fait penser un peu en tout cas, l'état d'esprit que toi, tu génères là-dessus, c'est le positivisme. C'est-à-dire que le Covid, on pouvait le voir dans nos métiers fermés complètement pendant 24 mois, comme une période atroce, et finalement, on reste chez soi et on ne fait plus rien. Ou on fait, comme Patrice Béguet, c'est le moment de se transformer et d'imaginer le futur, et c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, et de venir transformer nos modèles, de venir créer ces activités, de venir se transformer en lieu de vie, et puis de dupliquer ce qu'on a fait à l'Accor Arena dans d'autres lieux, à l'Adidas Arena, au Bataclan, et comment on redonne vie en fait à ces lieux et comment ces lieux redeviennent des lieux de destination. Voilà, c'est ce qu'on a imaginé et conçu pendant le Covid et qu'on est en train de déployer maintenant depuis 2 ans. Et tous les 3-4 mois, on ouvre une nouvelle activité. Nicolas Dupeux, tu as une super carrière, ça a été Disney, l'Accor Arena aujourd'hui, demain je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un marqueur fort à date dans ta carrière? Je crois que tous les moments que j'ai connus dans mon parcours sont des marqueurs forts. Quand j'étais en agence, ça a été la découverte des contenus d'entreprise. Quand j'étais chez Disney, c'est l'expérience. Je te donne une anecdote. Par exemple, chez Disney, rien n'est fait au hasard. C'est-à-dire que quand tu vas dans un land, dans une partie du parc, il y a un son, il y a une odeur, il y a des matériaux qui sont différents pour immerger en fait ce qu'on appelle les guests en fait dans l'expérience. Et finalement, cette expérience très forte de Disney, c'est aussi ça que j'ai essayé de décliner dans notre groupe. Donc, tous les échelons de mon parcours, j'essaye toujours de m'en resservir et d'utiliser le meilleur. Il y a une rencontre dans ta vie qui t'a inspiré plus qu'une autre? Oui, c'était il y a 6 ans, quand je t'ai rencontré. Non. Beaucoup de rencontres. Moi, j'ai eu la chance à la fois de pouvoir accompagner beaucoup de dirigeants d'entreprise et c'est toujours très enrichissant. Mais je crois que la rencontre qui m'a le plus inspiré, ça a été mon premier patron qui m'a appris quelque chose, c'est le sens du client. C'est être client-centrique, le client toujours prioritaire et tout faire pour le client. Et c'était mon premier job et j'ai jamais oublié ça et ça m'a toujours nourri et je lui dois beaucoup. Il m'a beaucoup inspiré là-dessus. On le ressent d'ailleurs dans ton exigence, dans ton excellence, dans ta bienveillance, c'est un peu ça. Et d'ailleurs ça, il y a un mot qui nous rassemble, qui fortifie un petit peu toutes les puissances dans notre pays, territorial, national, régional, c'est le talent. Pour toi, face à la caméra ici, c'est quoi le talent? Le talent, c'est, je dirais, à la fois la simplicité de faire quelque chose de difficile en ayant beaucoup de respect pour ceux pour qui on le fait. Merci beaucoup, Nicolas Dupeux. Merci, Patrice. Allez, on va tout droit en Occitanie, exactement à Béziers aujourd'hui, où j'ai le plaisir de recevoir Agnès Jullian, CEO d'une très belle entreprise, Technilum, Lume comme lumière. Aujourd'hui, c'est une entreprise, c'est une PME qui a un succès. Ce succès, tu l'expliques comment? Alors, je ne sais pas si c'est un succès, mais en tout cas, c'est une longue vie, puisque l'entreprise a aujourd'hui plus de 50 ans. C'est une entreprise qui se réinvente tous les jours, qui innove. Je crois que c'est le propre de la PME aujourd'hui. On est une petite entreprise parmi les multinationales. Donc, effectivement, pour exister, il faut se différencier tous les jours. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, rappelle un petit peu le secteur d'activité. C'est le mobilier urbain, c'est ça? Alors, mobilier urbain d'éclairage, que l'on définit aujourd'hui comme à haut niveau de service. Ça veut dire quoi au niveau de service d'ailleurs? Alors en fait, aujourd'hui, quand on dit mobilier urbain d'éclairage, c'est ce qu'on connaît tous sans le voir pour la plupart, c'est-à-dire les lampadaires qui équipent les rues, les places des villes, mais aussi des avenues. Et au niveau de service, ça veut dire qu'on y met une touche aujourd'hui qui est différente, c'est qu'on ne fait plus qu'éclairer. D'abord parce que c'est un métier qui a beaucoup évolué. Quand on prend les lampadaires il y a 50 ans, ils éclairaient autant le ciel que le sol. Malheureusement, ils étaient pleins de pollution lumineuse, ils étaient très énergivores aujourd'hui.
Aussi, aujourd'hui, on a des luminaires qui sont à LED, donc c'est l'avènement de la LED. Et le principe, c'est qu'on a des consommations qui ont été divisées parfois par 10, mais on a aussi une pollution lumineuse qui est totalement maîtrisée. Et surtout, on a des lampadaires qui peuvent faire plein de choses, presque ne plus éclairer, donc sur lesquels on met tout un tas de services, d'où le haut niveau de service. Donc ça peut être du low-tech ou de la high-tech. Alors low-tech, ça peut être des poubelles, par exemple, des cendriers, des canisettes pour chiens, enfin des choses plus ou moins utiles, des miroirs pour les femmes quand elles passent dans la rue et qu'elles veulent effectivement refaire leur phare. Mais ça peut être aussi de la vidéosurveillance, de la sonorisation, des capteurs de pollution d'air, plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui dans la ville intelligente et la ville durable. Pour toi, la plus belle transformation de ton groupe, c'est quoi? Alors les transformations, je dirais qu'elles sont quasiment quotidiennes. Il faut se transformer, se réinventer tous les jours. Nous, on a fait le choix, il y a déjà quelques années maintenant, puisque ça date de 1999, d'aller dans un ancien chai viticole, ce qui était un choix absolument irrationnel pour une industrie, d'aller dans un ancien bâtiment agricole et d'en faire une industrie. Effectivement, c'est un lieu qui est devenu aujourd'hui totalement atypique, qui s'appelle Les Igneaux. Et puis ce lieu s'est transformé au fil du temps, puisqu'en 2017, on y a adjoint une grande extension, beaucoup plus industrielle cette fois-ci, de 4500 mètres carrés, de haute qualité architecturale. La transformation, je dirais qu'elle est importante dans ce lieu, parce que ce lieu est à l'image de Technilum. C'est un lieu d'innovation, de création, de design. Et c'est un lieu qui est aujourd'hui très reconnu par nos prescripteurs, que ce soit des clients, des architectes, des collectivités. Et en fait, c'est un lieu qui aujourd'hui, parfois, est davantage connu que l'entreprise. Donc il y a des gens qui connaissent Les Igneaux sans avoir compris que c'était Technilum et qui après font l'amalgame des deux. Donc c'est vraiment un lieu qui est un lieu atypique et qui aujourd'hui fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. Tu es une femme d'innovation, tes prochains projets d'innovation, c'est quoi? Alors on innove, je dirais, à peu près tous les jours, puisqu'on innove sur les produits, on innove surtout au travers des projets. On a des innovations qui sont internes avec des produits éco-conçus, des matériaux nouveaux. Et on a aussi des innovations de produits qui sont liés à des projets. Si on prend par exemple ce qui se fait actuellement, qui est en production aujourd'hui, ça peut être les lampadaires qui vont partir sur le cluster des médias, donc le village des médias des Jeux Olympiques, qui, eux, ont une lumière avec un effet matière, avec des anneaux olympiques, où on innove aussi quand on fait un tramway à Ottawa, parce qu'il y a plein de services qui sont dans ces mâts-là, où on innove aussi quand on fait des nouveaux lampadaires pour Disneyland en Californie, qui sont des lampadaires avec une inspiration oreille de Mickey. Donc on innove tous les jours. On innove. Quand on est une femme, vous n'êtes pas très nombreuses dans l'industrie, encore moins dans la French Fab. Aujourd'hui, l'avenir des femmes dans l'industrie, comment tu le vois? Pour moi, c'est le même que les hommes. Il n'y a pas vraiment de différence à faire. Je trouve ça bien comme phrase. Hein. Mais non, je ne sais pas. Je ne me suis jamais trop posé la question. Mais moi, je te la pose. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais été un sujet d'être une femme par rapport à un homme. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt une chance, puisque on se fait parfois davantage remarquer. Moi, j'ai toujours été dans un milieu très masculin, pour le coup, qui plus est dans la métallurgie, au-delà de la fabrication et de l'industrie. Ça n'a jamais vraiment fait de différence. C'était beaucoup plus compliqué d'être jeune quand j'ai repris à 24 ans que d'être une femme. Tu m'as dit en préparant cette émission que tu t'entourais beaucoup de talents, de gens de qualité autour de toi. Pour toi, face à la caméra, un talent, c'est quoi? Un talent, c'est ce qu'on cherche tous les jours. On aimerait bien en recruter davantage. Effectivement, aujourd'hui, on ne recrute pas spécialement des métiers. Je crois qu'on recrute des appétences, des envies, des gens qui ont des volontés, qui ont envie, peut-être parfois qui ont un savoir-faire aussi, évidemment, c'est important. Mais on recrute surtout les talents qui feront le talent de l'entreprise demain. Merci beaucoup à toi. Merci Patrice. Julien. J'ai le plaisir de recevoir Bruno David, président du directoire de Foliati. Bonjour. Bonjour Patrice. Tu vas bien? Ouais, très bien. Toujours, hein. Ouais, toujours. Jeune dirigeant de 44 ans, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 400 personnes. Tu peux nous dire en quelques mots, Foliati, c'est quoi? Alors Foliati, on est un opérateur cloud pour les entreprises, un petit Orange Business en fait. D'accord. Donc on intervient sur 4 grands domaines, les réseaux d'entreprise, la fibre, le Wi-Fi, on intervient sur tout ce qui est téléphonie, relations clients, et puis services informatiques et cybersécurité. Tes principaux clients? Mes principaux clients, alors on a des gens comme Elis par exemple dans la propreté, on a le Conseil d'État, on a le ministère des Affaires étrangères qu'on vient de renouveler aujourd'hui. Formidable, donc, bravo. Des beaux clients. Alors comment fait-on pour développer en fait de la valeur dans une entreprise comme la tienne? Je pense qu'il y a plein de manières de le faire. Nous, je pense que ce qui a été le plus marquant pour nous, c'est les croissances externes.
On a racheté 18 sociétés. 18 sociétés 18 sociétés. Alors des fois dans le même métier, des fois dans des métiers nouveaux, comme le métier opérateur, le métier de SN ou de cybersécurité. Des entreprises qui étaient en bonne santé ou des entreprises qui étaient en redressement judiciaire. Voilà, donc tu te rappelles un moment dans ta vie professionnelle du moment de la bascule? Oui, alors moi c'est assez récent finalement, parce que c'était le 28 octobre 2020, c'était le jour du deuxième confinement. Donc c'est facile à... Ah oui, d'accord. Mais rien à voir avec le confinement, c'est ce jour-là en fait on a levé 40 millions d'euros avec 20 managers pour reprendre la destinée de notre entreprise. Et même pas peur. Voilà, on avait tellement confiance, je pense, dans l'équipe et dans notre projet que malgré le brouillard apparent sur le marché, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Même pas peur. D'ailleurs, c'est le nom de l'émission, Sans peur avec talent. Hein. Alors justement, talent, c'est être aussi inspirant. Comment tu fais pour être inspirant pour tes collaboratrices, tes collaborateurs? Alors, moi, je n'essaye pas forcément d'être inspirant, mais j'essaye en tout cas de créer un espace inspirant pour les collaborateurs. Je pense que l'entreprise, c'est un lieu de partage. Alors justement, tu t'y prends comment? Par exemple, on a une expérience là qu'on est en train de lancer qui s'appelle Incroyable Talent. Donc on est vraiment dans la lignée où en fait on cherche à réunir des collaborateurs qui partagent en fait des talents communs, soit de musique, soit d'art, soit d'autres choses culinaires. Et on leur dit voilà, montez des équipes, faites partager vos talents, vos expériences. Ça nous permet nous de casser aussi les silos qui peuvent se créer un peu naturellement dans les entreprises. Casser les codes, quoi. Hein. Casser les codes, voilà, rebattre les cartes et puis essayer de nouvelles choses avec des collaborateurs. Là, par exemple, on vient de finir aussi, on était résidence d'artistes avec Paris Capital Économique. Donc, on hébergeait un artiste au sein de l'entreprise qu'on cofinançait. Là aussi, pour essayer finalement de faire se rencontrer des mondes différents dans l'entreprise et puis générer de la créativité. On apprend beaucoup de choses, hein, à la fois de ses succès, mais aussi de ses échecs. Qu'apprends-tu, toi, de tes échecs? Alors moi, je pense à l'échec qui m'a peut-être le plus marqué, il est loin maintenant, mais c'était au collège. J'avais quelques difficultés scolaires. D'ailleurs, il y avait un article dans la Tribune qui disait « Le cancre devenu entrepreneur engagé ». Ensuite, à force de travail et de persévérance, j'ai réussi finalement à faire une école d'ingénieur et de commerce. Ça m'a donné beaucoup d'optimisme sur la vie. Ça m'a montré qu'on était capable, quand même, quand on souhaitait vraiment, de pouvoir réussir. Et ça m'a surtout donné envie, en tout cas dans l'entreprise, de donner la chance à des collaborateurs, quel que soit leur milieu, quel que soit leur parcours, d'essayer de trouver dans l'entreprise finalement les clés pour eux aussi réussir et avoir une vie professionnelle palpitante. Tu es un jeune patron de TI, à tous ces jeunes qui rêvent aussi d'être patrons, tu as envie de leur dire quoi aujourd'hui? J'ai envie de leur dire qu'il faut essayer, qu'il faut échouer, qu'il faut recommencer, que tous les échecs, en tout cas, sont toujours hyper formateurs. Et puis il faut se lancer, se lancer dans le bain. Bien être accompagné également, je pense. Ouais, l'entourage, c'est clé. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable. Je pense que je ne me serais jamais lancé dans ce défi seul. Et c'est vrai qu'on a l'entourage, je pense, est clé pour réussir, effectivement. Alors justement, Bruno, face à la caméra, pour toi, un talent, c'est quoi? Un talent, c'est quelqu'un qui a envie de partager son savoir, d'essayer de construire avec les autres, d'essayer ensemble de relever des défis et puis de partager en fait ses passions, ses émotions à plusieurs. On dit parfois David contre Goliath. Moi, j'ai envie de dire avec David. Merci beaucoup, Bruno David. Merci beaucoup, Patrice.